L'autre jour, on se demandait mais quelle vidéo on va bien pouvoir sortir sur la chaîne YouTube. Et en fait, je me suis rappelé que j'avais fait un exposé sur les caméras Sony, et donc on s'est dit que c'était une superbe idée de sujet de vidéo. Donc dans cette vidéo, tu vas apprendre l'histoire de la marque Sony et comment elle est devenue une des plus grandes entreprises de caméras. Donc l'histoire de Sony, ça commence par deux hommes. Akio Morita, qui est un jeune physicien, et Masaru Ibuka, qui est ingénieur. Et ces deux mecs, ils se rencontrent pendant un comité de recherche pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ils créent tous les deux l'entreprise Sony en 1946. Et en fait, Sony, ça va devenir une marque hyper active dans le domaine technologie. Donc ça peut être l'électronique, l'informatique, la téléphonie et le multimédia en général. Par exemple, ils créent la cassette vidéo couleur en 1971, le Walkman en 1979, le premier appareil photo électronique en 1981, ensuite le premier caméscope grand public en 1983, la vidéo 8 mm en 1988, et en fait il faut savoir que ce qui domine au XXe siècle c'est vraiment l'argentique. Et Sony, de manière assumée, elle va pas du tout faire d'argentique, mais elle va directement se mettre au numérique. Sony va être un vrai précurseur parce qu'il va faire avancer le domaine numérique pour les caméras. Et en fait la raison pourquoi Sony est seulement dans le numérique, c'est parce que Sony est vraiment une marque d'ingénieurs. Et ça c'est dû au fait que ces deux créateurs soient un physicien et un ingénieur. Je vous donne un exemple, on est en 1967, donc un moment où vraiment l'argentique domine, et à ce moment-là Sony sort son DV 2400, qui signera le début de la vidéo amateur. En 2006, Sony rachète une autre entreprise qui s'appelle Konica Minolta. Et en fait, c'est une entreprise qui fait des appareils photo argentiques. Par exemple, ils ont fait en 1985 le premier appareil photo avec focus automatique. Du coup, l'objectif de Sony, ça va vraiment être de se lancer dans le marché des appareils photo. Sony va créer des boîtiers, mais ils vont garder la monture A qui vient de Konica Minolta. En fait, une monture, c'est ce que tu vas avoir sur le cul de l'objectif, et du coup, c'est la manière dont ça va s'imbriquer dans ton boîtier. Et en fait, Sony, ils vont pas garder seulement la monture A de Konica Minolta, ils vont aussi garder le A de Alpha. Aujourd'hui, on a des appareils qui s'appellent par exemple l'A7 III. D'ailleurs, cette vidéo est filmée par un A7 III. Et bah, le A vient de Alpha, qui vient de Konica Minolta. Et toujours dans l'esprit de révolutionner les choses, en 2010, Sony va démocratiser l'hybride. Mais un hybride, c'est quoi? En fait, on a tous déjà vu un réflexe et un hybride, mais c'est quoi la différence? En fait, sur le réflexe, vous allez avoir un jeu de miroir qui va vous permettre d'avoir optiquement un viseur. Tandis que sur un hybride, il n'y a aucun jeu de miroir pour avoir le viseur, mais tu peux avoir un viseur qui sera électronique. Donc en gros, c'est comme si tu avais un écran quand tu regardes dans le viseur. Mais en 2010, quand Sony fait des hybrides, il va créer un capteur APS-C. Un capteur APS-C, c'est un capteur qui est plus petit que le capteur standard qui est le full frame. Et du coup, pour avoir une meilleure compatibilité avec ce capteur APS-C, Sony va passer de la monture A Konica Minolta à créer sa propre monture qui s'appelle la monture E. Et en fait, pour la suite, même les caméras cinéma vont hériter de cette monture E. Maintenant, on va parler des gammes de caméras chez Sony aujourd'hui. En fait, Sony va se placer sur toutes les gammes de prix. L'entrée de gamme, le milieu de gamme et depuis récemment le haut de gamme avec la Venice. Bon, du coup, pour la suite de la vidéo, je vais le séparer en trois gammes. Déjà, on a l'entrée de gamme qui va de 0 à 5000 euros. On a le milieu de gamme de 5000 à 10 000 euros. Et finalement, on a une seule caméra qui se retrouve dans les caméras professionnelles, c'est la Venice et c'est à 80 000 balles. Donc du coup, on peut voir qu'il se place vraiment sur une grande échelle de prix. Et au final, ça va être pour des utilisations différentes. Par exemple, pour l'entrée de gamme, ça va plus être pour des vidéastes YouTube. Et pour la Venice, c'est plus du cinéma ou du clip. Donc du coup, pour commencer dans l'entrée de gamme, je vais vous parler de l'A6000, de l'A7S, de la FX3. Donc du coup, l'A6000, j'en ai un ici. C'est vraiment un super boîtier parce que il a le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir. Sur cette A6400, on va retrouver un capteur APS-C. C'est un capteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est plus petit qu'un capteur full frame. L'avantage d'un capteur plus petit, c'est déjà que ça va coûter moins cher. Mais personnellement, je préfère le full frame parce que tu vas pouvoir avoir des pixels plus gros, ce qui va avoir une meilleure montée en ISO, une meilleure dynamique, et tu vas pouvoir obtenir une plus petite profondeur de champ, ce qui va permettre d'avoir un effet cinématique amplifié. Ensuite, on va avoir la famille des A7, donc ça peut être l'A7, l'A7S ou l'A7R. La différence entre les trois, ça va être ton utilisation. En gros, au niveau de ton capteur, tu vas avoir une différence de pixels qui va influer sur ton rendu. Donc si on commence par l'A7S, comme par exemple l'A7S III, qui est le dernier qui est sorti, sur le capteur, on va avoir 12 mégapixels. Et ça, c'est un faible nombre de pixels qui va te permettre, sur un capteur full frame, d'avoir des plus gros pixels. Et du coup, ça va te permettre une meilleure montée en ISO et une meilleure dynamique. Donc ça, c'est vraiment le boîtier vidéo. De l'autre côté, on va voir l'A7R. Ça, c'est vraiment un boîtier orienté pour les photographes. Et cet A7R5, il va avoir un capteur de 61 millions de pixels. C'est donc beaucoup plus que l'A7S III. Et en fait, c'est orienté photographe parce que quand on fait une photo, plus on a de pixels et mieux c'est. Et finalement, si tu as une utilisation entre la photo et la vidéo, on a l'A7. Avec par exemple l'A7 IV qui est sorti récemment. Et en fait, si on parle uniquement de vidéo, l'A7S III, c'est vraiment une bête de course. Et du coup, tu peux te demander, mais quelle différence avec un A6000 que j'ai parlé tout à l'heure et un A7S III? Pour moi, la grosse différence, ça va être qu'avec un A6000, tu peux faire que du 8 bits 4.2.0,
Tandis qu'avec un A7S III, tu peux faire du 10 bits 422. Et donc la différence entre le 8 bits et le 10 bits, c'est que tu vas avoir dans le 10 bits une meilleure profondeur des couleurs, donc une image plus jolie. Et ensuite, pour conclure cette entrée de gamme, on va retrouver la FX3 qui est sortie il y a pas longtemps. Et en fait, ça va vraiment être une caméra orientée cinéma, car par exemple, elle n'a pas de viseur comme aurait un A7S III. Et maintenant, on va passer au milieu de gamme, donc je vais vous parler de 3 caméras que sont la FS7, la FX6 et la FX9. Au niveau du form factor, le form factor c'est un peu le physique de la caméra, et ben on peut voir que pour le milieu de gamme, c'est vraiment plus gros que l'entrée de gamme. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on n'utilise pas plutôt des plus petites caméras au cinéma? Et c'est une question intéressante parce qu'il faut savoir que plus on avance dans le temps, et plus les petites caméras, elles ont les mêmes capacités que les grosses caméras. Mais en fait, si au cinéma on va utiliser ces gros boîtiers, c'est parce qu'au cinéma on a le cadreur, on a besoin d'un assistant caméra qui va faire le focus de l'autre côté de la caméra, on va avoir besoin de ports en plus qui sont les ports SDI pour pouvoir avoir des retours vidéo pour le réalisateur et pour d'autres gens de l'équipe de tournage. On a besoin de pouvoir caler sa batterie Vlog quelque part, enfin bref, une grosse caméra c'est indispensable pour un tournage cinéma. Et donc finalement, on va parler de la caméra cinéma de Sony, la Sony Venice. Premièrement, il y a la Sony Venice 1 qui est sortie en 2018, et nous on va parler des caractéristiques de la Sony Venice 2 qui est sortie en 2021. Donc l'objectif de Sony en créant cette caméra, c'est vraiment de concurrencer les plus grandes marques de caméras, que ce soit Arri ou Red. Donc du coup, cette Sony Venice 2, elle est équipée d'une monture PL. La monture PL, c'est la monture cinéma, donc on va avoir tous les objectifs cinéma qui sont adaptés pour. Normalement, ce qui est super cool, c'est que tu peux retirer la monture PL de la Sony Venice et tu obtiens une monture E, dont on parlait tout à l'heure. Et maintenant, si on vient sur les caractéristiques techniques, on a un capteur full frame de 8,6K, on a un dual ISO de 800 ISO et de 3200 ISO. Ensuite, on a 16 stops de dynamique, on a un enregistrement en 16 bits 422 en 4K ProRes interne. Ça, c'est de la frappe, ça quand même, c'est même pas du RAW. On a aussi des filtres ND internes en 8 paliers, c'est trop cool parce que t'as pas besoin de rajouter tes filtres ND. Ça d'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, mais sur les boîtiers entrée de gamme, on n'a pas de filtres ND interne à cause de leur taille. Et du coup, c'est un vrai avantage que t'as sur les boîtiers milieu de gamme et haut de gamme. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une caméra qui est adaptée pour le cinéma, donc du coup, on a un double écran sur la caméra, à gauche pour l'opérateur et à droite pour l'assistant. Bon, du coup, maintenant, on vous met quelques extraits de films sur lesquels la Venice a été utilisée, et on peut voir que Sony a réussi son pari en s'implémentant dans le cinéma, avec des films très importants comme par exemple Avatar 2 de James Cameron. Maintenant, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée cette année. Donc cette année, je suis allé au salon AFC, en fait, c'est un salon où les marques présentent toutes leurs nouveautés, et en fait, je parlais avec un mec de Sony, et il m'a raconté un truc en exclusivité pour vous. Je lui ai posé la question, mais quelles sont les technologies à venir? Et en fait, il m'expliquait qu'une de ces nouvelles technologies, ça va être la dématérialisation des données. En fait, au lieu d'enregistrer ta vidéo sur une carte SD, une carte safecard ou un enregistreur externe, et ben on va pouvoir envoyer en cloud toutes tes données. Et ça en fait c'est déjà possible mais à faible débit. Et le problème c'est que vu qu'au cinéma souvent on enregistre en RAW, c'est des fichiers vraiment très lourds, et du coup si on veut pouvoir dématérialiser ces fichiers lourds, il va falloir améliorer cette technologie. Bon bah voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo, donc si je devais conclure sur la marque Sony, je dirais que c'est vraiment une marque d'ingénieurs. On peut voir par exemple avec Avatar 2 où James Cameron a vraiment modifié la caméra, donc Sony a vraiment son identité d'ingénieur. Et on peut voir que Sony se place sur différentes gammes, on a de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme avec la Venice. Et du coup ça c'est une réflexion personnelle que j'ai, mais je pense que si Sony fait de l'entrée de gamme c'est pour pouvoir avoir plus de rentabilité parce que c'est ce qui rapporte le plus, et si elle fait du haut de gamme c'est parce que la Venice ça a quand même du prestige. Je dirais pour conclure que Sony c'est vraiment ma marque préférée. Mon premier boîtier a été un A6300 et je rêve toujours d'avoir un putain d'A7S III, même si bon les menus Sony sont toujours horribles, et bah c'est quand même une marque que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, si tu es resté jusqu'à la fin c'est que tu kiffes les techniques au cinéma, et en parlant de ça on a fait une vidéo qui traite de 3 anecdotes qui parlent de techniques originales incroyables qui ont été utilisées sur des plans de films. Salut!